Alors sans plus attendre, je vous propose de passer à la première présentation qui sera donnée par Jérôme Boursier et comme vous pouvez vous y attendre, elle portera sur la NASH. Et Jérôme, je te remercie de procéder à ta présentation. Bonjour à tous. Pour cette rétrospective 2020 sur la NASH, j'ai choisi de faire un focus sur les nouveaux traitements de la NASH parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été communiquées sur ce sujet en 2020 et aussi parce que les nouveaux traitements, c'est ce qu'on attend tous pour la pratique clinique. Donc, j'ai trouvé intéressant de faire le point sur ce sujet. Donc, les essais thérapeutiques dans la NASH, c'est extrêmement actif, hein. En témoigne le nombre de phases 3 qui ont été lancées, un petit peu moins d'une dizaine à ce jour. Un premier signal très positif en 2019 avec l'étude Regenerate qui a évalué l'acide obéticolique et qui s'est avérée positive sur le critère régression de la fibrose. Mais suite à cette première étude positive, c'est un peu Game of Thrones dans le domaine des phases 3 de la NASH. Vous savez, cette série où les maisons tombent les unes après les autres. Donc, je vous rappelle les résultats dont on avait discuté l'année dernière à propos des études Stellar, donc qui évaluaient le céloncertib chez les patients F3 pour l'étude Stellar 3 et chez les patients F4 pour l'étude Stellar 4 et qui se sont avérées négatives sur le critère régression de la fibrose. Cette année, nous avons les résultats de l'étude Resolvit qui évalue l'élafibranor, un agoniste des récepteurs PPAR alpha-delta, chez des patients qui avaient une NASH prouvée histologiquement, avec une maladie active, un score d'activité NAS supérieur ou égal à 4 et une fibrose F2, F3. Les patients étaient randomisés en deux groupes, 2 pour 1, donc 2 patients traités par elafibranor 120 mg par jour et un patient traité par placebo. Biopsie au départ, biopsie à la 72e semaine pour évaluer la réponse histologique et s'ensuivait une phase d'extension qui avait pour but de collecter les événements cliniques et de montrer que, au-delà de l'amélioration histologique, le traitement s'associait à une meilleure évolution clinique avec moins d'évolution vers la cirrhose, moins d'évolution vers les complications de la cirrhose, le carcinome hépatocellulaire et le décès. Donc, pour ce qui est de l'objectif principal de l'étude, évalué sur la biopsie à S72, c'était la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Et l'objectif secondaire était la diminution de la fibrose d'au moins un stade. Donc, petit rappel sur ces fameux critères de jugement approuvés par la FDA américaine et l'IME européenne. Donc, ces deux critères de jugement. Le premier, la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Qu'est-ce que c'est que la résolution de la NASH? Vous le voyez à gauche. La résolution de la NASH, ça veut dire qu'à la biopsie de fin de traitement, il ne doit plus y avoir de ballonisation, grade 0, et qu'en termes d'inflammation lobulaire, c'est pareil, grade 0 ou au maximum 1. On tolère un minimum d'inflammation parce qu'on considère que c'est physiologique. Et quel que soit le grade de stéatose. Donc, plus de ballooning, ce qui est très stringent, et une inflammation lobulaire nulle ou minime. Et ce critère de résolution de la NASH doit s'accompagner de l'absence d'aggravation de la fibrose, c'est-à-dire un stade de fibrose stable ou diminué. Et le second critère approuvé par la FDA et l'IME, c'est l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH. L'amélioration de la fibrose, c'est une diminution du stade de fibrose d'au moins un stade. Et l'absence d'aggravation de la NASH, ça veut dire qu'à la biopsie de fin de traitement, il n'y a pas d'aggravation de la ballonisation et il n'y a pas d'aggravation de l'inflammation lobulaire. Donc malheureusement, l'étude Resolvit s'est avérée négative. Vous voyez sur le graphique de gauche, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, 19,2% dans le groupe elafibranor versus 14,7% dans le groupe placebo. La différence n'était pas significative. Et en termes d'objectifs secondaires, réduction de la fibrose d'au moins un stade, 24,5% dans le groupe elafibranor versus 22,4% dans le groupe placebo. Là encore, la différence n'était pas significative. Et sur le graphique de droite, vous voyez toutes les analyses post-hoc dans les sous-groupes. Et il n'y avait aucun sous-groupe où on différenciait un avantage du traitement. Donc, il faut savoir que cette étude Resolvit, les critères d'inclusion étaient basés sur une analyse post-hoc de la phase 2B, ce qui constituait un risque, parce que l'analyse post-hoc, ça permet de trouver le meilleur sous-groupe dans une étude, mais reste encore à valider ces résultats dans une autre étude indépendante, ce qui n'a pas été fait ici. Ils ont brillé directement sur la phase 3, ce qui peut constituer déjà une explication de cet échec. Et il y avait aussi, comme on l'observe dans toutes les études maintenant dans la NASH, une réponse placebo qui était assez élevée.
On a eu, après la communication de l'échec de l'étude Resolvit, on a eu il y a quelques semaines la communication sur l'étude Aurora qui évalue le Cenicriviroc comme traitement antifibrosant chez les patients qui avaient une NASH avec une fibrose F2, F3. Alors, on n'a pas les chiffres en termes de pourcentage, mais le laboratoire a communiqué que l'étude était négative sur le critère de jugement principal qui était la régression de la fibrose. Donc, l'étude a également été stoppée. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il ne reste plus que l'étude Armor et l'étude Maestro-NASH en étude de phase 3 actuellement qui recrutent. Et l'année 2020 a été l'occasion de présenter les résultats des études de phase 2B qui ont permis de valider l'efficacité de ces médicaments et de justifier de passer aux phases 3. Donc l'étude de phase 2B qui a évalué la Ramcol a été présentée à l'ASLD, en congrès de l'ASLD en novembre dernier. Pour rappel, la Ramcol, c'est la conjugaison d'un acide biliaire, acide cholique, avec un acide gras, l'acide arachidique. Et ce complexe inhibe la SCD1, la stéryl-CoA désaturase 1, et donc inhibe la synthèse de novo des lipides dans le foie. Il y aurait aussi une action sur les cellules stellaires, donc des propriétés antifibrosantes. Donc l'étude de phase 2B a inclus des patients en surpoids ou obèses avec un diabète de type 2 ou un prédiabète. Il va y avoir donc une biopsie qui prouvait l'existence d'une NASH avec un score d'activité supérieur ou égal à 4. Et les patients devaient avoir également une stéatose supérieure à 5,5% à la spectro-IRM. 247 patients ont été inclus, 48 dans le groupe placebo, 101 dans le groupe Aramcol 400 mg et 98 dans le groupe Aramcol 600 mg. Les patients étaient suivis et traités pendant 52 semaines, à l'issue duquel on refaisait une biopsie hépatique et une évaluation de la stéatose par spectro-IRM. L'objectif principal de l'étude, c'était la réduction de la stéatose mesurée par spectroscopie IRM. Et les objectifs secondaires, les fameux critères IME-FDA, la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH. Donc les résultats, critères de jugement principal, réduction de la stéatose, vous voyez sur le graphique de gauche, c'est le groupe placebo, ça bouge pas. Et on a une réduction significative dans le groupe 400 mg. Le petit p était à 0,045 et une diminution un petit peu moindre dans le groupe Aramcol 600 mg. Le petit p ce coup-ci n'était pas significatif à 0,07. Et sur le graphique de droite, en ce qui concerne le taux de patients qui avaient une réduction de la stéatose supérieure à 5%, 24% dans le groupe placebo, 37% dans le groupe Aramcol 400 mg et 47% dans le groupe Aramcol 600 mg. Ce coup-ci, la différence significative avec un petit peu à 0,03. Et vous voyez aussi les chiffres en bas. Aujourd'hui, il y a un critère qui est beaucoup utilisé dans les études dans la NASH, c'est la diminution relative de plus de 30% de la stéatose. Là, les résultats que je vous ai montrés, c'est la différence entre la valeur de baseline et la valeur à l'évaluation à la fin du traitement. Si vous partez de 20% et que vous avez à 10%, vous perdez moins 10%. Ça, c'est la différence absolue. Maintenant, on évalue aussi avec la différence relative. Si vous passez de 20% à 10%, vous avez une réduction de 50% relative. Et donc, un critère qui est maintenant utilisé dans les études dans la NASH, c'est le taux de patients qui ont une diminution relative de plus de 30% de la stéatose. Et là, vous voyez que dans cette étude, 15% chez les patients placebo, 26% chez les patients qui étaient sous Aramcol 400 mg et 30%, donc le double comparé au placebo, chez les patients qui étaient sous Aramcol 600 mg. Donc, étude positive sur les critères de jugement principal centrés sur la stéatose. Les objectifs secondaires, les critères IME-FDA, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose à gauche, 5% dans le groupe placebo, 17% dans le groupe Aramcol 600 mg. La différence est à la limite de la significativité avec un petit p à 0,051. Et à droite, amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH, 18% dans le groupe placebo, 30% dans le groupe Aramcol 600 mg. La différence n'était pas significative. L'autre molécule qui est actuellement en cours d'évaluation en phase 3 dans l'étude de Maestro-NASH, c'est le resmetirom. Le resmetirom, c'est un agoniste des récepteurs bêta de la thyroïde qui sont surtout exprimés dans le foie. Et cette molécule est très sélective pour ces récepteurs bêta, sachant que l'effet bêta, c'est celui qui est responsable des effets métaboliques des hormones thyroïdiennes, alors que le récepteur alpha sont ceux qui sont plutôt responsables des effets cardiaques, cardiovasculaires et osseux.
Donc, le resmetirom est un agoniste sélectif des récepteurs bêta de la thyroïde, donc exprimé surtout dans le foie, avec un effet métabolique. Et cette étude de phase 2B a évalué cette molécule chez les patients qui avaient une NASH prouvée histologiquement, avec un score d'activité supérieur ou égal à 4, et un stade de fibrose allant de F1 à F3. Les patients devaient également avoir, pour être inclus dans l'étude, une stéatose supérieure à 10% à l'IRM-PDFF. Donc, 125 patients ont été randomisés, 2 pour 1, 84 patients dans le groupe resmetirom 80 mg par jour et 41 patients dans le groupe placebo. L'objectif principal de l'étude, là encore, la réduction, cette fois-ci relative de la stéatose, mesurée par l'IRM à la 12e semaine. Et les objectifs secondaires, on retrouve les critères IME-FDA, mesurés sur la biopsie hépatique à la 36e semaine, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH. L'étude était positive sur le critère de jugement principal. Donc là, il y a plusieurs barres parce qu'il y avait des adaptations de dose. Ce qu'il faut retenir sur le graphique de gauche, c'est à la 12e semaine, temps d'évaluation du critère de jugement principal, moins 10% de réduction relative de la stéatose dans le groupe placebo, versus 36% dans le groupe resmetirom. Et quand on se place à la 36e semaine, la différence est maintenue, 14% dans le groupe placebo, 40% dans le groupe resmetirom. Et sur le graphique de droite, vous avez les réductions de stéatose, mais cette fois-ci, absolues. Les critères de jugement secondaire, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, 25% dans le groupe resmetirom versus 6,5% dans le groupe placebo, différence significative avec un petit p à 0,032, alors qu'il n'y avait pas d'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH significativement différente entre les deux groupes, 29% dans le groupe resmetirom versus 24% dans le groupe placebo. Alors, si on fait un petit parallèle avec l'étude Resolvit, on a dit tout à l'heure qu'une des raisons de l'échec de cette étude, c'était d'avoir basé les critères d'inclusion de la phase 3 sur une analyse post-hoc de la phase 2, ce qui montre bien que quand on a des résultats en phase 2, il faut ensuite designer l'étude de phase 3 basée sur ces résultats. Donc, l'étude Armor et l'étude Maestro-NASH, phase 3, qui évalue la Ramcol et le resmetirom, les critères de jugement, ce ne sont pas ceux qui ont été utilisés en principal pour les études de phase 2. Vous avez vu que les deux études de phase 2, le critère de jugement principal, c'était la stéatose, alors que là, les critères de jugement pour les phases 3, ce sera les critères IME-FDA, la résolution de la NASH et l'amélioration de la fibrose, pour lesquels, on l'a vu, notamment à Ramcol, la différence était à la limite de la significativité pour la résolution de la NASH, et il n'y avait pas d'effet sur la fibrose pour les deux molécules en phase 2B. Donc, petit warning, les études de la phase 3 sont basées sur des résultats, les critères de jugement des phases 3 pour ces deux molécules sont basés sur des résultats qui étaient à la limite ou non significatifs en phase 2B. Donc, l'avenir nous dira si l'efficacité de ces molécules est confirmée sur ces critères de jugement à l'analyse intermédiaire lorsque tous les patients requis auront atteint la biopsie hépatique. Donc, Game of Thrones, beaucoup de molécules qui tombent en 2020. Pour autant, est-ce que on est vraiment dans une mauvaise spirale? Parce que tout ça, c'est quand même des mauvais signaux pour le traitement dans la NASH, toutes ces molécules qui n'arrivent pas à prouver leur efficacité. Bon, comme le montre cette diapositive, il y a quand même de l'espoir avec des nouveaux candidats qui arrivent et qui semblent très prometteurs, notamment le lanifibranor, qui est un agoniste pan-PPAR, c'est-à-dire qui va cibler les récepteurs PPAR alpha, delta et gamma. Donc alpha-delta, c'est comme la molécule de Genfit, l'elafibranor. Par contre, on rajoute le récepteur PPAR gamma, qui est celui des fameuses glitazones, les thiazolindione, qui ont été retirées du marché en France. Donc ces molécules qu'on utilise encore dans les autres pays pour le traitement du diabète, notamment la rosiglitazone, et qui ont montré une efficacité dans la NASH et aussi avec même une régression de la fibrose histologique sous ces molécules. Donc le lanifibranor combine un petit peu les avantages des deux molécules, celle de Genfit et des glitazones, en ciblant les trois récepteurs PPAR alpha, delta, gamma. Donc cette étude de phase 2B a été présentée au congrès de la SLD au mois de novembre dernier. Les patients, pour être inclus, doivent avoir une NASH confirmée par la biopsie.
Cette fois-ci, l'activité était évaluée avec le score SAF européen et pas le NASH-CRN américain. Les patients devaient avoir une activité mesurée selon le SAF d'au moins 3 ou 4 points et les stades de fibrose 0 à 3 étaient autorisés. La randomisation se faisait de façon égale entre les 3 groupes. Le groupe placebo, 81 patients, 83 patients dans le groupe lanifibranor 800 mg et 83 patients dans le groupe lanifibranor 1200 mg. Biopsie au début de l'étude et une seconde biopsie pour évaluer la réponse histologique au traitement à la 24e semaine. Le critère de jugement principal, c'est l'amélioration de la NASH évaluée par une diminution d'au moins 2 points d'activité mesurée selon le score SAF. Et l'objectif secondaire, donc on retrouve nos critères classiques, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, amélioration de la fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la NASH, et un critère qui combinait les deux, à savoir résolution de la NASH et amélioration de la fibrose d'au moins un stade. Donc l'étude était positive, comme vous le voyez sur ce graphique. Donc si on prend le groupe placebo, donc les 3 barres, celle de gauche en plein représente l'ensemble des patients, et après vous avez les 2 sous-groupes non diabétiques et diabétiques. Donc vous voyez chez l'ensemble des patients, 27% de réponse chez les patients placebo, ce qui est très élevé. Mais quand on compare au groupe lanifibranor 41% et surtout au groupe lanifibranor 800 mg et surtout au groupe lanifibranor 1200 mg, vous voyez que cette molécule est capable quasiment de doubler lorsqu'on est sous lanifibranor 1200 mg le taux de réponse, c'est monté jusqu'à 49% avec une différence significative, petit p à 0,04 versus le placebo. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse était similaire entre les patients diabétiques et les patients non diabétiques. On retrouve exactement les mêmes résultats dans ces sous-groupes que ceux de la population globale. Et en ce qui concerne les objectifs secondaires, donc résolution de la NASH, 45% dans le groupe lanifibranor 1200 mg versus 19% versus le groupe placebo, donc plus du double, différence significative. Un effet sur la fibrose, amélioration de la fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la NASH, 42% dans le groupe lanifibranor 1200 mg versus 24% dans le groupe placebo, différence significative. Et quand on prend le critère un peu plus stringent qui combine les 2 précédents, c'est-à-dire résolution de la NASH d'une part et en plus amélioration de la fibrose, là encore différence significative, 31% dans le groupe lanifibranor 1200 mg versus 7% dans le groupe placebo. Donc là, on a vraiment un candidat intéressant parce que l'histoire semble logique. On a une drogue métabolique qui cible des récepteurs à activité métabolique, PPAR alpha delta gamma, avec un effet observé sur la NASH et une amélioration de la fibrose. Donc toutes les pièces se mettent dans le même sens. On améliore le métabolisme, on améliore la NASH et on améliore la fibrose. L'autre grande étude de phase 2B publiée en 2020 dans le New England Journal of Medicine, c'est l'étude qui a évalué le sémaglutide chez des patients avec une NASH confirmée par biopsie. Il va y avoir aussi un score d'activité NAS supérieur ou égal à 4 et une fibrose de F1 à F3. Et les patients vont avoir un diabète pas trop déséquilibré avec une hémoglobine glycée inférieure à 10%. Donc, 3 doses ont été évaluées, le sémaglutide 0,1 mg par jour, le sémaglutide 0,2 mg par jour et le sémaglutide 0,4 mg par jour. Donc, la posologie recommandée dans le diabète, c'est 2,4 mg par semaine. Donc, 0,4 x 7, 2,8. Donc, on n'est pas très, très loin de ce qui est donné dans le diabète. Et escalade de doses pour les posologies les plus élevées pour améliorer la tolérance. Et chaque groupe de traitement avait son propre placebo. L'objectif principal, c'est la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose chez les patients F2, F3 à baseline. Donc là, au contraire des études dont on a parlé tout à l'heure, dans la phase 2B, on utilise le critère résolution de la NASH qui sera celui utilisé dans les phases 3. Donc si on a un effet en phase 2B, on a plus de chances de le reproduire en phase 3 parce que là, on est homogène, on utilise les mêmes critères au fil des différentes phases. Et l'objectif secondaire, c'est l'autre, réduction de la fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la NASH. Donc, étude positive sur le critère de jugement principal, comme vous voyez sur le graphique de gauche, 17% de résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose dans le groupe placebo, versus 40% dans le groupe 0,1 mg sémaglutide, 36% dans le groupe SEMA 0,2 et quasiment 60%, 3 fois par rapport au placebo, 3 fois plus dans le groupe SEMA 0,4. Donc, différence significative, étude positive. Par contre,
Sur le critère régression de la fibrose d'au moins un stade, vous voyez que sur le graphique de droite, 33% dans le groupe placebo et pas de différence significative par rapport aux 3 groupes traitement. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont essayé aussi d'aller un petit peu plus loin que le simple critère régression de la fibrose. Ils ont essayé de regarder un peu l'évolution de la fibrose des différents patients et ils ont différencié ceux qui régressaient, c'était le critère de jugement secondaire, de ceux qui étaient stables et surtout de ceux qui progressaient. Donc, il faut regarder en fait la partie la plus haute des barres. Dans le groupe placebo, il y avait 18,8% des patients qui voyaient une progression de leur fibrose. Dans le groupe SEMA 01, c'était 10%, SEMA 02, c'était 7,7%, et c'était seulement 4,9% dans le groupe sémaglutide 0,4 mg. Donc, on n'arrive pas à faire régresser la fibrose dans cette étude et sur cette échelle de temps. Par contre, on constate, d'après les données de la biopsie, qu'il y a moins de patients qui voient leur fibrose progresser. Et finalement, c'est pas négligeable parce que maintenir un patient dans son stade F2, F3, l'empêcher de progresser, même s'il régresse pas, on peut imaginer que à long terme, ça fera moins de cirrhose, moins de complications, moins de carcinome hépatocellulaire et moins de décès hépatiques. Alors pourquoi ces molécules, les analogues GLP-1, dont fait partie le sémaglutide, sont une classe médicamenteuse prometteuse dans la NASH? C'est parce qu'ils s'accompagnent d'une perte de poids très significative. Vous voyez ici la courbe grise, le poids est stable relativement dans le groupe placebo. Et sous traitement, on a une nette diminution de poids qui peut excéder plus de 10 kg dans le groupe SEMA 0,4. Et on sait maintenant qu'une perte de 10% du poids du corps est associée à une résolution de la NASH dans un une amélioration des lésions de fibrose, tout du moins, chez quasiment la totalité des patients. Donc il y a un vrai rationnel, il y a un vrai contexte qui nous fait croire que ces molécules sont efficaces parce qu'elles sont associées à une perte de poids. Est-ce qu'il y a un effet classe spécifique des analogues GLP-1 additionné à cette perte de poids? On ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue pragmatique, on donne la molécule, les patients perdent du poids et donc le foie s'améliore. Alors, d'autres molécules ont été évaluées en phase 2B et les résultats ont été communiqués en 2020 avec des résultats positifs. C'est notamment l'aldafermine, un analogue FGF19. Donc là, on est sur la voie des FXR. Donc, l'aldafermine va agir au niveau du récepteur intestinal qui va ensuite activer la voie FXR. Cette molécule a été évaluée chez des patients, encore une fois, NASH prouvé histologiquement, score d'activité supérieur ou égal à 4, fibrose F2, F3. Il fallait avoir une stéatose au moins de 8% à l'IRM PDFF et les transaminases devaient être au moins 19 unités par litre chez les femmes et plus de 30 unités par litre chez les hommes. Randomisation 2 pour 1, 25 patients dans le groupe placebo, 53 patients dans le groupe aldafermine, 1 mg en sous-cutané tous les jours, et une IRM et une biopsie à baseline et bis repetita à S24 pour évaluer la réponse. Objectif principal de l'étude, on est sur un critère stéatose, réduction absolue de la stéatose mesurée par l'IRM PDFF, et les fameux critères IME FDA, résolution de la NASH, amélioration de la fibrose, étaient des objectifs secondaires. Donc l'objectif principal, étude positive, vous voyez qu'en réduction absolue, moins 2,7% dans le groupe placebo, moins 7,7% dans le groupe aldafermine, différence significative, petit p à 0,02. Et en termes de patients qui taux de patients qui ont une réduction de la stéatose supérieure à 5%, 24% dans le groupe placebo versus 68% dans le groupe aldafermine. Donc étude positive sur le critère de jugement principal. Par contre, en ce qui concerne les critères de jugement secondaires, amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH, 38% aldafermine, 18% placebo, la différence n'est pas significative. Résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, 24% versus 9%, la différence n'est pas significative. Donc ça, ce sont les critères d'évaluation de l'étude de phase 3. Donc il faudra bien réfléchir au design de la phase 3, bien calculer la puissance en se basant sur ces résultats, parce que tout du moins, dans cette étude de phase 2, qui n'était pas designée pour ces objectifs-là, on n'arrive pas à atteindre la différence significative. Sauf pour un critère plus stringent, qui est la combinaison des deux, amélioration de la fibrose et résolution de la NASH, où là, il y avait une différence significative, 22% dans le groupe aldafermine versus 0% dans le groupe placebo.
Donc ce tableau-là résume un petit peu les effets extra-hépatiques de toutes ces molécules, aramcol, resmetirom, lanifibranor, semaglutide et l'affermine. Donc il y a un effet hépatique en phase 2B, ça diminue les transaminases comme vous le voyez, mais du fait de leur mécanisme physiopathologique, elles peuvent aussi avoir un effet sur le profil glycémique. Le sémaglutide, bien entendu, va faire baisser l'hémoglobine glyquée. Le lanifibranor, du fait de son effet pépard, va aussi améliorer l'hémoglobine glyquée, de même que l'aramcol. Et vous avez d'autres molécules qui vont avoir un effet sur le profil lipidique, ce qui est heureux, parce que une molécule qui va améliorer les lésions hépatiques et améliorer aussi le profil lipidique associé au risque athérogénique et cardiovasculaire sera un très bon candidat dans la NAFLD, parce que non seulement ça améliorera le foie, mais en plus ça diminuera le risque cardiovasculaire, qui est la première cause de décès chez ces patients. Et vous voyez par exemple que le resmetirom, lui, diminue le LDL, au contraire de l'aldafermine, qui a les mêmes problèmes que toutes les molécules qui agissent sur la voie FXR, avec inhibition des acides biliaires, ça fait monter le cholestérol. Ça reste gérable par des statines, mais c'est quand même un effet intrinsèque de la molécule qui donne un mauvais signal dans une pathologie, encore une fois, où la majeure partie des patients meurent d'accidents cardiovasculaires. Et en termes de tolérance, essentiellement des troubles digestifs qui sont mineurs, donc pas de gros effets secondaires négatifs, si ce n'est peut-être pour le lanifibranor. C'est l'effet pampépar gamma qui est associé donc à une prise de poids, donc une remobilisation en fait de la graisse au bon endroit, donc une expansion de la bonne graisse sous-cutanée, mais néanmoins quand même une prise de poids. Et pour terminer, une rapide overview des études de phase 2A. Vous savez, ces études très préliminaires faites sur peu de patients qui utilisent les tests non invasifs comme endpoint pour voir si on a un bon signal, essentiellement sur la stéatose à l'IRM, mais aussi sur les marqueurs fonctionnels hépatiques biochimiques, transaminase, gamma-GT, sur tout ce qui est profil lipidique, profil glycémique, les marqueurs non invasifs de fibrose. Hein, et lorsqu'on passe cette phase 2A, là, on passe en phase 2B sur un nombre un peu plus important de patients et biopsie au départ, biopsie à la fin. Donc, vous voyez là, c'est le meeting de l'ASL de fin août. Beaucoup de molécules qui ont été évaluées avec des résultats positifs, notamment le HM15211 qui est un triple agoniste. Alors, on a l'effet GLP1, on a en plus agoniste du GIP et agoniste du glucagon. Ça amène à des diminutions de stéatose très importantes, 80%. Au prix par contre d'effets digestifs quand même qui sont assez notables. C'est plus de la moitié des patients qu'il faudra gérer. Mais bon voilà, en ciblant 3 voies de signalisation, on a des effets assez importants et il faudra voir ce que ça donne en phase 2B. Mais comme ça s'associe avec une perte de poids, il est fort probable que ces médicaments seront de bons candidats aussi dans le traitement de la NASH, à condition de bien gérer les effets secondaires. Des agonistes FXR non acides biliaires qui ont été évalués, d'autres agonistes récepteurs de la thyroïde et aussi des inhibiteurs de la synthèse d'acides gras qui vont bloquer la synthèse de novo des lipides intrahépatiques. Et donc, vous voyez que toutes ces molécules ont montré leur efficacité sur le critère de jugement principal qui était la stéatose à l'IRM. Et vous aviez aussi, pour certaines, amélioration des transaminases et amélioration du profil lipidique. Et le même tableau, mais ce coup-ci pour le congrès de l'ASLD de novembre, des analogues FGF21, des inhibiteurs SGLT1, SGLT2. Donc, cette nouvelle classe médicamenteuse, inhibiteur SGLT1, SGLT2, qui est utilisée dans le diabète, notamment la lycoglyphosine. Le mécanisme, c'est antidiabétique parce que ça va augmenter l'excrétion du sucre au niveau du tube rénal contourné proximal. Donc, comme on excrète le sucre, on améliore la glycémie et aussi on perd des calories. C'est associé à une diminution de la stéatose, une amélioration, comme on vient de le dire, du profil glycémique, notamment via l'hémoglobine glyquée, et une amélioration des transaminases. Et les autres molécules aussi ont montré un effet, un bon signal en phase 2A sur la stéatose des transaminases hépatiques. Donc, fort à parier que toutes ces molécules vont passer en phase 2B très prochainement. Donc voilà, 2020, les phases 3, pas de bons signaux, parce que, il faut dire ce qui est, hein, en 2020, toutes les études de phase 3 ont été négatives, ce qui pourrait laisser supposer que le traitement de la NASH, c'est extrêmement compliqué et qu'on va pas y arriver.
il ne faut pas s'arrêter à ces premiers essais négatifs. On apprend beaucoup aussi de ces échecs. Ça permet aussi de comprendre comment designer les études, de manager l'effet placebo, de bien réfléchir les futures études qui vont être faites pour les amener au succès. Il y a maintenant des nouvelles molécules, notamment les analogues des récepteurs GLP-1 associés à des pertes de poids très importantes qui en font d'excellents candidats pour le traitement de la NASH, et d'autres molécules sur des mécanismes un peu plus innovants comme le lalinifibranor qui cible 3 récepteurs pan-PPAR. Donc finalement beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai choisi cette illustration des 12 travaux d'Astérix, parce que ça va être nos 12 travaux et même bien plus, parce qu'il y aura bien plus que 12 molécules à évaluer. Mais ça laisse augurer d'une période très intéressante et surtout de grandes chances de succès pour pouvoir ensuite amener jusqu'à la commercialisation des traitements dont pourront bénéficier nos patients. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme pour cette overview très complète. Et un petit message pour les cliniciens. Alors, on a pas mal de molécules. On espère que beaucoup d'entre elles arriveront et franchiront les phases 3. Il va falloir maintenant qu'on arrive à screener les patients éligibles pour tous ces essais. Donc, est-ce qu'il y a des pistes? Comment on s'oriente en 2021 pour le dépistage de la fibrose hépatique en population générale? Alors, la tâche, elle est grande, hein, parce que on a eu les premiers chiffres publiés dans Gastro-entérologie de la prévalence en France, notamment de l'anafol, c'est 18%. À ça, il faut aussi rajouter, quand on parle de dépistage de la fibrose en population générale, la consommation excessive de boissons alcoolisées, 10% de la population adulte. Donc beaucoup de patients qui ont un facteur de risque hépatique. Il y a eu aussi des présentations sur différentes méthodes de screening, des calculs automatiques de FIB4, des messages d'alerte dans les dossiers médicaux pour inciter les médecins chez les patients à risque. C'est très important parce que on sait pertinemment que la majeure partie des patients qui ont une maladie fibrosante du foie sont pas diagnostiqués. Plus de la moitié des cirrhoses sont diagnostiquées au stade d'emblée de complications, 2/3 des carcinomes hépatocellulaires au stade palliatif. Donc, on a beaucoup de travail pour identifier ces patients de façon plus précoce. Probablement qu'un test simple, voire un calcul automatisé, c'est une chose qui est très intéressante, mais ça génère beaucoup de résultats positifs. Donc, il faut un deuxième filtre. En ce sens, les tests sanguins spécialisés et le FibroScan sont des outils très intéressants. Et comme tu le sais, l'AFEF a déposé un dossier auprès de la HAS pour obtenir le remboursement du FibroScan dans les hépatopathies stéatosiques, maladies alcooliques du foie et maladies non alcooliques du foie, sur le rationnel que maintenant on est quand même au stade des méta-analyses qui montrent que le FibroScan dans ces maladies chroniques du foie, c'est aussi efficace que dans l'hépatite B ou dans l'hépatite C où c'est actuellement recommandé et remboursé. Donc c'est clair que si ce dossier aboutit, on aura notre fameux test de seconde ligne. Et après, on pourra travailler des vrais parcours patients avec test simple en première ligne, confirmation par le FibroScan et ensuite amener chez les pathologues. Et c'est là où des calculs automatisés pourraient prendre tout leur sens et permettraient très probablement d'augmenter le dépistage des formes avancées de maladies chroniques du foie et leur prise en charge précoce pour éviter l'évolution jusqu'à la complication de cirrhose, la décompensation ou le CHC. Bon, merci beaucoup Jérôme. Donc on va attendre. Effectivement, on n'a pas de retour pour l'instant de la Haute Autorité de Santé. On a déposé ce dossier le 24 septembre et on pourra être en droit d'espérer une réponse dans les semaines ou dans les mois à venir et on espère une issue favorable. Merci beaucoup.